Moi, je vois un salon qui progresse de plus en plus. Dès que vous sortez de l'école, allez pas vous installer tout de suite. Allez bourlinguer, je me souviens Allez du mot. bourlinguer, tu te souviens? Ouais. Allez voir ce qui se passe ailleurs et tout, parce qu'une ferme, c'est une entreprise. Si on veut qu'elle évolue, eh bien, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Après, j'ai créé Prodil Center, un site de vente de pièces agricoles. Ça n'existait pas, j'en avais marre de payer mes pièces une blinde, il n'y avait jamais de stock. Là, on est en 2010. Et là, on est en 2010, ouais. de la création. Donc, j'ai 15 ans. Et Non, je l'entreprise déconne. à 15 ans. L'entreprise. ça m'est arrivé une fois ou deux par mois, Quand tu dis des gens, tu parles d'agri. d'agriculteurs Ouais. qui sont à la rupture. Je vais voir des constructeurs, je vais voir des fournisseurs et tout, et je me prends des coups de pied au cul. Bonjour Alexandre Richard. Bonjour. J'espère que tu vas bien depuis l'an dernier, parce que j'avais le plaisir de t'avoir à mes côtés dans cette émission La Parola, mais sur le live au sommet de l'élevage. Tout à fait. Et du coup, tu es de retour aujourd'hui dans La Parola, le format exclusif dédié à l'interview sur le comptoir des éleveurs, à retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, Alexandre, j'ai cité ton nom de famille, et surtout, on te connaît sur les réseaux avec un autre nom, Alexandre Prodil Center, et c'est ton alias professionnel. Avec toi, on peut pas faire autrement que de parler de machinisme. Et Ah on ouais, va c'est mon dada. justement en parler tout le long de cette émission ensemble. Mais juste avant, je voulais commencer par ça. Tu es aussi ambassadeur du sommet de l'élevage. C'était le cas en 2024, en 2025. Je voulais juste savoir comment toi tu le percevais ce sommet en 3 temps. C'est-à-dire en tant qu'agri, parce que tu es agriculteur, on va y venir, en tant que créateur de contenu et surtout en tant aussi que spécialiste machinisme. Alors écoute, déjà, ça m'ennuie de te dire ça, mais le premier salon que j'ai dû faire du sommet de l'élevage, c'était en 2003 ou 2004, Ah, tu veux à qu'on fasse- Cournon. On fait les comptes, c'est ça? Tu vois mes super beaux cheveux blancs. Qui n'était pas blanc à l'époque. Qui du coup. n'était non, loin de ça, loin. Voilà. Et en fait, il y a eu une sacrée évolution de ce salon quand même, qui est devenu The Salon en France, quoi. Et il n'y a pas que le côté élevage, et on s'en rend compte aujourd'hui. C'est vrai qu'un sommet de l'élevage sans vache, on se dit, ben, c'est pas le sommet de l'élevage. Et en fait, tu te rends compte, moi, depuis le début que ce salon est ouvert en 2025, qu'il y a autant de monde, il y a autant de rigolade, de passion. Alors c'est sûr que ça... Il y a un manque avec les vaches, mais bon, c'est juste exceptionnel. Mais moi, je vois un salon qui progresse de plus en plus. Alors, tant que, en tant que paysan, parce que je vois il y a de plus en plus de constructeurs, donc on voit de plus en plus de machines, de nouveautés, etc. Donc La ça, c'est top. marketplace s'agrandit. Tout s'agrandit. Et ça ne reste pas que sur l'élevage, tu vois, vraiment, tu as plein de choses, tu as le forestier, tu as plein d'autres de secteurs d'activité. En tant que influenceur, ben, je vois toujours autant de gens qui me suivent, qui nous suivent. C'est important aussi de s'arrêter, de parler avec eux, parce que c'est un peu eux qui nous nourrissent, on va dire, hein, de plein de choses, de retours, etc. Moi, j'adore parler avec les gens, comme tu le sais. Hein. Oui, oui, vous allez vous en rendre dure compte. 2h30, non? Non, malheureusement, on n'a pas autant de temps, mais vous allez vous rendre compte. Voilà. Et tu m'avais dit en tant qu'ambassadeur, alors... En tant que spécialiste machinisme aussi. Et alors voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Je dis, ambassadeur pour être ambassadeur, bon... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais vous connaissez mon appétence pour le machinisme agricole. Je vais vous faire une émission machinisme qui va être mon fournisseur, qui fait venir de grosses marques, tu vois. Donc, ça commence à intéresser un peu les gens. Il y a une bonne ambiance. Il y a toujours un invité mystère qui est souvent un autre youtubeur que je connais pas, en plus. Donc c'est intéressant de le voir arriver, il pose des questions, il est derrière, je vois pas qui c'est. Et puis on challenge un peu les marques. Et à la fin, il y en a un qui gagne et qui sera visible sur l'exploitation le temps d'une vidéo. Et puis c'est vrai qu'en termes de machinisme, on en parlera tout à l'heure, énormément d'évolution. Tu es surtout, et ça c'est quand même la priorité, agriculteur céréalier dans le département de l'Indre vers Châteauroux. Ta famille, elle est dedans de génération en génération, Ouais. dans cette région centre. Ça a été une évidence ou pas de perpétuer cette tradition familiale? Alors en fait, pour t'expliquer, alors je sais même pas à quelle génération on peut descendre chez nous. Je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Donc j'ai repris l'exploitation de mon père, qui a repris l'exploitation de ma grand-mère. J'ai connu mon arrière-grand-père, c'est le seul grand-père que j'ai connu qui était lui agriculteur. Donc je sais pas jusqu'où ça descend. Il y a eu du métayage, il y a eu un peu de tout, enfin voilà. Et puis évidemment, ben oui, j'ai fait un bac scientifique, j'étais déjà en option agro-environnement, j'ai continué mes études sup dans l'agro, donc l'évidence de l'agronomie et de l'agriculture, oui. Après, on en a parlé la dernière fois, souviens-toi, j'avais fini par la carte blanche qui disait dès que vous sortez de l'école, allez pas vous installer tout de suite. Allez bourlinguer, je me souviens Allez du mot. bourlinguer, tu te souviens? Ouais. Allez voir ce qui se passe ailleurs et tout, parce qu'une ferme, c'est une entreprise. Si on veut qu'elle évolue,
eh bien, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, pour ramener de bonnes idées et faire de la nouveauté un peu sur ton exploitation. Et moi, j'étais ingénieur commercial chez un constructeur de matériel agricole. Je suis un fanat de pédologie, études des sols. Donc, j'ai pu faire toute la France, des profils culturaux. Enfin, c'était top. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise dans le web, dans le e-commerce et ensuite en grande distribution avec les coffrets cadeaux. Et quand j'ai tout revendu, je voulais revenir, toujours pas m'installer parce que mon père était encore en activité. On ne pouvait pas se mettre à plusieurs sur l'exploitation. Alors après, comme tout fils de paysan, je travaillais tout le temps sur la ferme, quoi, tu vois. J'ai eu une fois ou deux patrons à qui j'étais ailleurs. Mais la ferme, je la connais par cœur. C'était une évidence de la reprendre le jour où mon père allait passer la main. Après, j'ai créé Prodeal Center, un site de vente de pièces agricoles. Ça n'existait pas, j'en avais marre de payer mes pièces une blinde, il n'y avait jamais de stock. Là, on est en 2010. Et là, on est en 2010, ouais. La création. Donc, j'ai 15 ans. Et, non, je l'entreprise déconne. à 15 ans. L'entreprise. Donc, voilà. Et puis, juste quelques années après, je reprends la ferme totalement et avec Prodeal en plus, quoi. Tu nous disais en 2024, et je te cite, l'année qu'on a vécue a été drôlement compliquée. On a pris une gamelle au niveau des récoltes. J'aurais juste aimé savoir, avant qu'on passe vraiment à fond sur le machinisme et sur Prodeal, comment s'est passé 2025 ? Qu'est-ce qui a changé en un an ? Eh ben, écoute, tu peux reprendre 2024 si tu veux. Non, je me suis pris... on a eu l'eau encore, on a eu des pluviométries monstrueuses. Je suis dans la région des 1000 étangs. Mes terres sont drainées, mais bon, quand tu prends 1300 mm d'eau dans l'année, en plus, maintenant, c'est soit ça tombe d'un seul coup, soit c'est sec. J'ai pris... alors, en colza, je me suis très bien débrouillé, mais le reste, ça a été la gamelle, quoi. Du coup, c'est quoi la situation du secteur ? J'en profite parce qu'on n'a pas beaucoup de céréaliers, vu qu'on est sur le comptoir des éleveurs, on a plutôt des éleveurs, mais là, je profite d'avoir un céréalier avec moi. Comment tu ressens la situation ? Est-ce que c'est casse-gueule sur le fil en ce moment ? Alors, tu vois, dans l'agriculture, les céréaliers, ça marchait pendant quelques années, les éleveurs un peu moins. Là, enfin, les éleveurs reprennent un peu de souffle et ça leur permet justement de remonter les trésors et c'est important. Mais c'est vrai que la céréale la prend très très cher entre les mauvaises récoltes, entre la conjoncture économique qui fait qu'on a des blés à 150 € tonne. On ne vit pas avec 150 € tonne. Donc moi, dans ma région, qui est une région un peu intermédiaire, tu vois, on fait des rendements 70 quintaux en blé, ce qui est pas extraordinaire. Ça se tend très fortement. Mais je te le dis, quoi. Et même dans les régions céréalières, la Beauce, la Picardie et tout, les mecs maintenant se posent des questions en intrant. Tu vois, moi aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment, je ne peux pas faire des impasses, mais comment je vais faire pour réduire les coûts. Je suis obligé de tout réduire et je ne sais même pas si je serai à flot, quoi. Non, c'est compliqué. Il n'y a rien qui entame une éclaircie aujourd'hui ? Tu vois bien la politique, comment ça se passe aujourd'hui, quoi. Et puis maintenant, on parle du Mercosur, mais on est rentré dans un commerce international. Alors, on nous dit, ouais, mais vous êtes content de vendre votre blé à l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a quand même moins de production, déjà chez nous. Et on importe énormément sur des qualités qui sont différentes des nôtres. T'as un ensemble de tout, entre l'image de l'agriculture polluante, la politique. Moi, je trouve qu'on n'est pas trop... on n'est pas trop protégé entre les syndicats, les chambres d'agriculture. L'agriculteur, en fait, il a l'impression de se sentir seul. Et tu vois, je te dis que bon, je suis l'influenceur, le youtubeur. Je peux plus répondre aux messages parce que j'en ai beaucoup. Mais par contre, quand il y a des gens dans le désarroi, je réponds. Je le sens et le fait de leur parler leur fait du bien. Ça m'est arrivé une fois ou deux par mois. Quand tu dis des gens, tu parles D'agriculteurs Ouais. Qui sont à la rupture. Et là, j'en ai entre 2 et 3 par semaine. Et tu leur dis quoi ? Déjà, je leur parle. Donc, ça va, garde le moral. Et là, ça leur fait du bien, tu vois, d'avoir un... Alors, je ne me prends pas comme une personne connue, attention. Hein, mais le fait d'être présent un peu partout sur les réseaux, les gens te connaissent. Oui, et puis parfois, dans ce milieu, on est un peu taiseux. On se dit Oui, pas toujours puis que ça va on mal. sait pas, puis il y a Alex qui me parle, quoi. Tu vois, tous les jours, chez Prodeal Center, il y a des gens qui appellent pour savoir si je suis à la ferme, comment je vais et tout. C'est génial, hein. Ouais, il y a une baisse de morale et tu subis, en fait. Quand je te disais que je trouvais qu'on n'était pas représenté, protégé, c'est que la grille, il subit. Maintenant, il est là, il dit, on verra. On verra. On verra. Bon, j'avais promis d'en parler de ce machinisme agricole, donc on y va, parce que ça, c'est quand même un sujet hyper intéressant. Prodeal Center, la grosse marketplace pièces pour tracteurs et machines que tu as créée en 2010. On va pas revenir sur toute la genèse, mais on rappelle quand même qu'en 2010, t'as pas eu que des potes, hein, quand t'as démarré le truc. Oula, hein. ouais. En fait... non, mais c'est un vrai coup de pied dans la fourmilière. Oui, c'est là où je vais aller. Alors, on me dit, ouais, ça va pas fonctionner. Alors, ça fonctionnait pour la pièce moto-auto. Je voyais...
au niveau d'agri-affaires, c'est les petites annonces agricoles, ça explosait. Tu vois les cours du blé, la météo, tout le monde était sur le net. Parce qu'il n'y a pas de raison. Puis moi, j'étais dans le machinisme avant et dans le e-commerce. Allez, je fusionne, je fais mon business plan, je passe une nuit à acheter des noms de domaine. Je te jure, toute la nuit, j'achète des noms de domaine. Agri machin, agri bidule, agri ce truc. Et Ah, tout puis ça, tu sais quoi? Tout ça pour le matin, dire, mais Agri, ça convient pas, quoi. mais en fait, si un jour tu veux faire autre chose que de l'agricole, puis si tu veux t'exporter ailleurs, tu mets juste une baseline qui s'appelle la pièce agricole au meilleur prix, terminé. Et j'achète Prodeal Center qui n'a rien à voir. Et oui, je vais voir des constructeurs, je vais voir des fournisseurs et tout, et je me prends des coups de pied au cul. Il y en a un qui me fait confiance. Et là, c'est part. Et là, ça part. Je me rappelle les premières commandes par fax. Oh putain, par fax. Par fax. Ouais, je te jure. Et je dis là, normalement, ça devrait fonctionner assez rapidement. Il faut qu'on mette de l'IT là-dedans rapidement. Ouais, Et il c'est y là a eu que de l'évolution en 15 ans quand même. Hein. Mais je peux te dire que dans l'agricole, il n'y avait pas cette évolution au départ. Moi, je suis arrivé. Alors, il faut faire attention pour ne pas brusquer les gens. Mais maintenant, tout se fait, tout est digital et heureusement. Mais oui, tu as raison. Au départ, on pensait que j'allais péter le marché, quoi. Et aujourd'hui, plus de 700 000 références dans le catalogue, ou plutôt dans les catalogues. Parce qu'en fait, il y a plusieurs catalogues sur le site. Tu as différentes catégories. Ouais. Différents types de pièces. Tu as même une catégorie élevage, pour le coup, qui peut nous intéresser. En fait, puis en plus, le truc, c'est que même dans mes associés, il y a des paysans. On est tous paysans, en fait. Donc, tout ce qu'on a besoin sur la ferme, on le retranscrit sur Prodeal. Puis aujourd'hui, plus de 180 000 clients sur 50 pays. Comment vous faites rentrer aujourd'hui de nouvelles références? Est-ce que c'est vous qui démarchez? Est-ce que pour le coup on vient vous voir? Comment ça se passe? Avant, j'allais démarcher tout seul. Et maintenant, c'est le contraire. Donc, et comme on veut pas... sur Internet, quand tu achètes, tu vois pas le mec que tu as au téléphone alors que tu as des techniciens. Et surtout, si tu as un produit de mauvaise qualité, ça peut, sur les réseaux, ça peut aller très vite. Dire que tu fais de la merde, ça peut aller très vite. Donc souvent, je vais voir les produits, je les teste, c'est encore moi qui le fais. Quand le mec me dit j'ai la meilleure pièce d'usure, si on va voir, c'est moi j'ai des sols qui usent, c'est du sable. Donc je teste, puis j'ai l'habitude maintenant, ça fait 25 ans que je suis dans le machinisme, je vois le produit, je vois la société, j'ai un autre de mes collègues aussi qui est dedans comme ça, et on est plus dans... C'est pas qu'on veut pas rentrer de nouveaux fournisseurs, bien sûr, c'est une bonne chose. On veut pas mettre les gens en compétition aussi. Sur les mêmes produits, parce que moi je suis pas capable de vendre trois pneus enfin les mêmes pneus de 3 marques différentes quand ils sont de la même qualité. Et puis surtout c'est que, comme je te le dis, il faut vraiment des pièces de qualité, quoi. Et on met un peu de temps à dire oui ou non. En parlant de pièces de qualité, justement, aujourd'hui, pour une exploitation, quel est l'impact d'une bonne machinerie? Ou je vais même un peu décaler la question, en quoi c'est stratégique aujourd'hui, aussi bien économiquement ou dans le plan du développement et de la gestion de ta ferme, d'avoir vraiment une bonne machinerie? En fait, tout dépend de l'économie agricole. Je te donne un exemple. On sort de là, on est pendant la guerre d'Ukraine. Les prix explosent. On a du blé à 200, 300, 350 euros tonne, du colza à 800 euros. Et on se retrouve avec des trésoreries importantes. Alors, qui dit trésorerie importante, dit revenu plus important, donc résultat plus important. Et avec la MSA, tu es taxé sur ton résultat, ce qui est complètement con. Et qu'est-ce que va te dire ton comptable? Dis donc, Alexandre, tu fais beaucoup de résultats. Investis dans du matériel, comme ça tu pourras l'amortir. Et donc tu vas avoir de l'amortissement, tu vas payer moins de MSA. Et je réponds à ce comptable, ok, je vais payer de l'impôt, il faut quand même payer un peu de MSA, parce qu'il y a les retraites, il y a tout ça. Mais si l'année prochaine, je fais une mauvaise récolte, et que j'ai acheté mon tracteur à 200 000, comment je fais pour le payer? Oui, parce que tu l'achètes pas cash. Ben non, puis l'amortissement, c'est pas les annuités. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de gens, et alors, heureusement aussi qu'il y a des gens pour acheter du neuf pour qu'on puisse acheter de l'occasion et vendre des pièces. Et en fait, on se rend compte que soit tu es plus dans le renouvellement de matériel, mais depuis 1 an ou 2, et puis alors l'impact de Prodeal, je le vois direct, c'est-à-dire que je te dis 180 000 clients, tu vois tout de suite ce qui se passe. Eh bien, les gens achètent beaucoup de pièces, c'est-à-dire qu'ils ne renouvellent plus leur parc matériel depuis 1 an ou 2. Je te parle pour la grande culture, un peu moins pour l'élevage parce que tu en as parlé tout à l'heure, pour eux c'est quand même mieux que les années précédentes. Ouais. Donc il y a de l'investissement qui se fait. Mais là, en grande culture, ça achète de la pièce. En fait, ils ne renouvellent plus leur matériel, ils le réparent. C'est la méthode du rétrofit. Ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai remplacé
par les pièces plutôt que de tout remplacer d'un coup. Enfin, c'est déjà une base que vous aviez, vous, il y a longtemps, depuis quasiment le début de Produit Center, de se dire on mise vraiment sur la pièce, quoi. Bah oui, puis en plus, c'est une histoire familiale parce que mon père a jamais acheté de matériel neuf, quasi pas. Je me rappelle des boîtes de bidons coupées avec les boulons dedans, parce qu'on jette pas en boulon. Non, mais il est mort ton boulon. Ouais, mais il peut servir. Tu vois, là, on est vraiment dans l'extrême, hein. Mais l'intérêt d'une, c'est déjà l'entretien du matériel. C'est-à-dire que tu fais attention quand tu travailles avec, t'es pas brusque. Moi, j'ai du vieux matos, surtout au niveau des tracteurs, donc je vais essayer de les garder le plus longtemps possible. Ils sont amortis maintenant. Tu vois, ils sont payés. Donc, si je gagne déjà pas beaucoup d'argent, si en plus je rachète du matériel pour le réamortir, je vais être sous l'eau, quoi. Donc, on voit que les gens maintenant ont vraiment plus cet esprit-là depuis 1 an ou 2, et même depuis quelques années. Mais quand tu as des années dures comme ça, bah, tu peux plus investir. Donc, tu l'entretiens. Il faut que tu te dises aussi que le matériel agricole, c'est ton business, c'est ton outil de travail, toi, c'est ton micro, quoi. Remplacer des composants anciens, des pièces endommagées, au lieu de remplacer tout l'outil, ça nécessite aussi une part de technique. Est-ce que vous avez cette dimension-là aussi maintenant sous mécanique à Produit Center? Alors en fait, au départ, je voulais pas commencer avec les pièces tracteurs parce qu'on avait une vraie technicité sur la pièce tracteur. J'ai commencé par la pièce d'usure, la signalisation, des choses qu'on peut changer rapidement. Puis après, on s'est rapidement aperçu que un alternateur, tu le changes toi-même, un démarreur, etc. Et pourquoi je m'appelle Alexandre de Prodil Center? J'aurais pu m'appeler Alex Le Berrichon, tu vois, parce que je parle jamais de Prodil Center sur la chaîne, parce que je parle que de ma ferme et de ce que je fais sur la ferme. D'ailleurs, les gens ils savent pas si c'est moi le patron, si je suis juste un influenceur de Quelle la est la bonne marque. casquette à quel Voilà. moment, quoi? Mais parce que je veux pas en parler. Je veux pas que les gens pensent que c'est du commerce. Je l'ai vraiment fait pour parler Ouais. d'agriculture et que je kiffe mon métier. Le truc, c'est qu'au départ, j'ai commencé par les tutos. Comment changer ta filtration, comment faire ceci, comment faire cela, mais comment changer une pompe hydraulique. Mais faire de la vidéo avec les mains pleines de graisse, d'huile, et puis les montages, et puis c'est super compliqué. Ça met plus de temps, ça intéresse moins de gens. Et puis à un moment, c'est surtout la presse non agricole qui parlait d'agriculture. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Ils racontent des conneries, les mecs. Et à un moment, je me dis, mais je vais prendre la parole, je la prends déjà. Et tu vois, rapidement, ma caméra, la GoPro a tourné rapidement dans les champs. Et en fait, c'est top d'expliquer ce que tu fais. Déjà, tu n'as pas l'impression d'être toujours tout seul dans ton tracteur. Encore que j'ai un salarié, Sébastien, que les gens voient sur les vidéos et on est très proches. Et c'est vrai que pour le coup, on parle tout le temps. Mais je me suis mis vraiment à parler de ce que je faisais tout le temps, tu vois, tous les jours. Ouais. C'est pour ça que le Alex de Prodil, du tuto agricole, mécanique, est rapidement passé à la culture et à ce que je faisais dans la ferme. Alex, quelle est, toi, peut-être la dernière innovation, la dernière machine, la dernière pièce qui t'a vraiment impressionné? Alors écoute, là je suis en train de... Je fais toujours pitch ton innovation sur Ouais. le salon, tous les matins là, avec Fanny Agostini. Et on en apprend un peu tout le temps. J'en ai pas qu'une en fait. Moi je trouve déjà l'innovation de l'autoguidage, de la gestion de l'engrais, de la répartition automatique par GPS, la modulation. Enfin tout ça c'est magnifique. Maintenant on arrive à des stades de technicité qui sont énormes. Mais il y a quand même un truc. C'est beau, c'est top ces innovations, surtout quand ça touche l'environnement, quand tu peux faire des économies et tout. Tu vois, je te parlais d'engrais, tu vas en mettre moins et tout, c'est top. Ouais, c'est Le prix important. d'engrais. Mais d'un autre côté, quand j'ai un tracteur de ferme, je veux un tracteur de ferme le plus basique possible, parce que il va faire la merde, il va broyer, il va faire ses choses. Les tâches primaires. Ouais. Ouais. On se retrouve avec des tracteurs avec du digital dans tous les sens, des options dans tous les sens. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Le prix explose. Et je pense qu'il y a des fois, les constructeurs devraient prendre un peu de recul et se dire, tous les paysans ne sont pas capables de se payer ces tracteurs-là ou ont un besoin différent. Et tu vois, je ne dis pas que je m'en achèterai un, mais prendre un peu de recul sur les nouvelles marques où c'est du téléccâble, il n'y a rien de plus basique, un volant, un accélérateur, une boîte de vitesse manuelle, à un prix défiant toute concurrence pour faire un peu de merdouille. Il y a peut-être un marché à prendre. Proposer plusieurs types de gammes, finalement. Exactement, Ouais, exactement. je comprends. Quel est aujourd'hui pour toi le matériel que tout éleveur doit avoir? Genre vraiment le matériel aujourd'hui qui est sur le marché et qui pour toi est incontournable en tant qu'éleveur? Alors, je ne suis pas éleveur,
Mais Je te pose la question parce en qu'on est sur relation le avec- comptoir des éleveurs. Voilà. Alors moi, je m'en suis rendu compte parce qu'on m'a toujours dit que c'était pour les éleveurs. C'est le télescopique. Ouais. Oh, on m'a dit, oh là là, télesco, j'en ai besoin. Je dis, ouais, mais j'en ai besoin pour curer, pour prendre le fumier, le mettre dans les pendeurs, prendre une botte de paille et tout. Mais depuis que je l'ai, je m'en passe pas. C'est comme le quad, c'est comme l'autoguidage. C'est des choses où on a une vraie utilité, ne serait-ce que pour, j'imagine pas à l'époque, enfin moi je voyais mon arrière-grand-père et tu sais à porter les bottes de paille en bout de fourche et tout. J'ai des photos de tout ça, qu'on a réussi à remettre en couleur et tout. Même des vidéos, c'est énorme. Et en fait, les mecs ils peinaient. La pénibilité, c'était un truc incroyable. Alors il y avait plus de repos parce qu'il y avait les animaux, il fallait que tu les reposes et tout, Ah ouais. etc. Mais porter. Tu vois, porter. Et bien là, avec le télescope ou un tracteur avec une fourche, bah, tu portes beaucoup moins, tu fais attention à ta santé. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je le vois, pénibilité. On est dans le matériel, Alex, et du coup, je te propose un petit jeu que j'ai appelé le matériel du futur. On va se projeter en 2050. Bon, parce que c'est souvent un horizon qu'on prend tous, voilà. Et l'idée, c'est dans 25 ans, à quoi va ressembler l'avenir d'une exploitation. Et vais te laisser tout le loisir d'imaginer, voir un petit peu comment toi t'anticipes et tu vois un peu les choses. Par exemple, dans 25 ans, à quoi va ressembler le tracteur du futur? Alors pour le coup, je pense pas qu'il soit électrique. Parce que il y a il y a tellement besoin d'électricité, de motricité. Tu vois, c'est pas comme une voiture électrique où tu lâches et ça recharge. Ouais. Là, on est toujours en traction totale. Donc, je pense pas que le tracteur électrique de grosse puissance existera. Le tracteur à hydrogène. Pourquoi Ouais. pas? Tu penses que ça sera l'avenir? Pourquoi pas? Ok. Dans 25 ans, à quoi ressemblera l'étable du futur? Les tables. Ouais. On voit déjà au niveau laitier là, les vaches, tu sais, avec les robots tout électriques. Et je pense que on va rajouter encore plus de technologie jusqu'à la gestion même de l'animal, qui se fait déjà d'ailleurs avec les robots, hein, entre autres. Mais on ira beaucoup plus loin. Je pense qu'on aura moins besoin de prendre les bottes et se foutre les pieds dans le fumier Ok. ou le lisier. Et il va y avoir une autogestion un petit peu. Mais regarde l'IA, quoi, avec ChatGPT, c'est incroyable, quoi. Alors, je vais te poser une question, là c'est beaucoup plus précis. Dans 25 ans, à quoi ressemblera l'abreuvoir ou le bac de prairie du futur? Est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qui pourrait changer? C'est déjà qu'il puisse récupérer l'eau, par exemple, atmosphérique. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que tu n'as plus de tuyaux, tu n'as plus rien. Quelque chose qui va capter la flotte, voilà, qui va garder toujours le bon niveau par rapport à ce que les vaches ont besoin, tu vois, pour éviter, par exemple, l'évaporation. Je sais pas, là, tu me poses des questions, mais moi, c'est comme ça, je te réponds Ah instinctivement. bah justement, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est voir comment on l'imagine. Dans 25 ans, est-ce qu'il y aura une bétaillère du futur? Selon toi? Ah bah écoute, ils font des bagnoles qui roulent tout seuls, donc ils font une bétaillère qui ira chercher l'animal et qui ira l'emmener. Est-ce que dans 25 ans, les méthodes de dépendage auront changé? Ouais, je pense qu'on fera peut-être plus une incorporation sol encore plus qu'aujourd'hui, quoi. Ok. Et petite dernière question, est-ce que dans 25 ans, on aura seulement des robots agricoles dans les champs à notre place? Je te parlais de ChatGPT tout à l'heure. Ouais. Je l'ai planté. Il a voulu parler d'agronomie avec moi, parler de semences. D'accord. Et j'ai dit à maman, tu viens de me dire l'inverse de ce que je viens de te dire. Elle me dit, oui, mais je suis là pour apprendre. J'ai dit, j'ai plus trop envie de t'en apprendre, en fait. Donc, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y aura toujours besoin du petit coup de main humain. On va parler forcément de ta chaîne YouTube. Tu l'as un petit peu cité tout à l'heure, Alex, et j'aimerais bien qu'on aille un peu là-dessus. Alors, sur la chaîne YouTube, si on va faire un tour sur Alex Produce Center, ça parle moissonneuse, ça parle semoir, des chômeurs, gros massé, petits quad remorqueurs. Bref, il y a toujours des machines. Quoi qu'il arrive, il y a des machines pas loin, quoi. Oui, parce que, alors, c'est pas des machines de dernière génération, à part mon quad. Tu parles du gros massé, bah, il est de 2006. Je suis pas un fanat des super tracteurs. Voilà, j'ai toute une technologie sur un tracteur qui est plutôt pas mal. J'ai pas une grande surface, 200 hectares. J'ai ce qu'il faut en matériel, mais il n'est pas de première génération. Donc, des fois, on me dit, oh là, t'as plein de matos, mais aujourd'hui, je le revendrais. Je sais même pas si je vendais tout le matos, j'arriverais à acheter un tracteur neuf, tu vois. Bah oui, parce que je vends de la pièce, je fais des tests. C'est mon dada, le machinisme. Puis, aujourd'hui, la météorologie change tout le temps. Le climat, il est jamais le même. Tu vois, un jour, tu vas labourer, alors que je laboure plus, tu vois, j'ai ressorti la charrue. Et donc, tu auras besoin d'un combiné rotatif. Puis, à un moment, tu fais du non-labour, comme je le fais aujourd'hui. Je le faisais bien avec mon combiné rotatif. Mais maintenant,
C'est bien d'avoir un semoir spécifique pour cela. En fait, il faut arrêter. Putain, mais la gamme de matos qu'il faut aujourd'hui par rapport à ce que t'impose la Climato, c'est pas simple. Donc ouais, tu vois un peu plus de matos. Mais toujours de l'occasion, des trucs, des bidules. En statistique, la chaîne, c'est 75 000 abonnés, c'est de 40 000 à 150 000 vues par vidéo en moyenne, tout ça. On voit qu'il y a un public. YouTube, ça a véritablement une force pour parler de machinisme agricole aujourd'hui. Ouais, pas que YouTube. Les réseaux. Tu vois, Facebook, je dois avoir 55 000 abonnés ou un truc comme ça. Ah, Facebook, c'est fini. Mais dans la grille, beaucoup de gens suivent Facebook. Des fois, les gens me connaissent par Facebook ou Instagram plus que par YouTube. Parce que c'est de la vidéo courte, c'est de la short vidéo. Touch, elle arrive. Je parle d'un truc, l'histoire de 2 minutes ou 3 minutes. Peut-être tu as plus l'attention, tu es moins sur le... Enfin, ça, c'est la puissance du média sur ces réseaux-là, quoi. Mais ces formes courtes, ça suffit pour parler machinisme? Mais ouais, parce que t'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Puis moi, quand je vais travailler, je vais dire, tu parlais des chômeurs. Bon, bah, je vais travailler juste en surface parce que l'angle d'attaque, il est comme ça, paf, terminé, on passe à autre chose, quoi. Et justement, si on n'y connaît absolument rien au machinisme, parce que quand on est agri, à la base, c'est pas forcément notre métier premier, est-ce que on peut comprendre un petit peu de quoi tu parles quand même? Alors, quand j'ai créé la YouTube, ma chaîne, parce que c'est ça, hein, le début, c'est ça, en fait, je me suis dit, il va falloir que... Je suis un fanat, donc il va falloir que je ferme ma bouche et que j'aille pas trop loin dans la discussion et la technologie. Et c'est pas simple? Juste de quoi expliquer. Oui, juste de quoi expliquer, pour pas que ça saoule les gens, et surtout pour ceux qui connaissent pas le matos, ou l'agriculture au global, puissent comprendre. Parfois, je fais ma petite minute technique, tu sais, pour ceux qui disent « Ouais, non, mais Alex, t'as pas été assez loin et tout. » Bah oui, mais tout le monde n'est pas agriculteur spécialisé sur quelque chose. Donc, j'essaie de rester au plus naturel possible, sans rentrer trop dans le technique, en y étant un petit peu pour expliquer, pour que tous les auditeurs de la chaîne et de la vidéo puissent comprendre, en fait. Et que tu vulgarises. On va passer de cette minute technique à notre minute de carte blanche. Alex, histoire de finir là-dessus, la carte blanche, toi qui as déjà fait le format La Parole là, tu connais, c'est le moment où je te laisse la parole une petite minute pour que tu nous parles d'un sujet, soit qu'on a déjà un peu évoqué, soit qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. T'aimerais nous parler de quoi? Tu me prends à froid. Ah, je t'avais prévenu. Tu m'as prévenu quand on a commencé l'émission, je te remercie. Bon, bah, tu le savais qu'il y avait la carte blanche. Ouais. Non, je rigole. Non, mais en fait, oui, on vit pas des moments simples. Et il faut essayer Alors, quand tu es double actif comme moi, c'est plus simple de le dire. Mais il faut pas penser que je suis double actif, que je le ressens pas et que ça me fait pas mal de voir l'exploitation dans cet état-là. Enfin, pas dans l'état où elle est, mais financière. Et au global, en fait, on se rend compte qu'on a une agriculture extraordinaire, mais qu'on subit tout. Tu vois, la communication les gens, la communication des écologistes un peu extrémistes qui jouent sur le bien-être. Tu vois, tout de suite, ça touche les gens et ça nous retombe dessus. Comme tu l'as dit, on était des taiseux, on a toujours des taiseux. Et là, on s'en rend compte encore plus, quoi. On subit, on s'écrase encore plus. Je pense qu'il faut être fier quand même de ce qu'on fait. Je sais que c'est pas facile d'être fier quand c'est dur financièrement, moralement pour les gens et tout. Il faut essayer de se tenir parce que il y aura quand même des moments que tu vois, on parlait des éleveurs, ceux qui font du porc, ils ont mangé cher pendant des années. Maintenant, ça paye, quoi. Tu vois, ça se retourne un petit peu. Je sais que c'est pas simple. Il faut avoir une bonne gestion parce qu'une exploitation, c'est une entreprise. Tu te rappelles, ma carte blanche, la dernière fois, c'était les jeunes. Allez voir ailleurs. Eh ben, mes amis paysans, si c'est dur, essayons de trouver une autre idée qui puisse maintenir l'exploitation quelque temps. Essayer de faire revenir d'autres revenus. Mais il faut être en perpétuelle recherche, sinon ça va être compliqué. Et la France, l'image de la France, ça reste quand même sa ruralité. Et Pas parlons-en. enlever, quoi. Et communiquons. Exactement. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous. Grand merci. Merci d'être revenu dans cette parole A, le format interview que vous retrouvez bien entendu sur le site comptoirdeseleveurs.com, mais également sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et TikTok, entre autres. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de La Parole A, un format interview du Comptoir des Éleveurs que vous retrouvez bien entendu sur le site comptoirdeseleveurs.com, mais également sur YouTube et les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve assez vite pour un prochain épisode. D'ici là, à bientôt! Comptoir des éleveurs.